l'Ermitage le 15. Si vous êtes disposé à venir, on viendra vous chercher, on vous ramènera après. D'accord. Un peu, à peu près. Si Ah, je suis bon. C'est bon. Gérard, c'est quand tu veux. Moi, de longue, je me suis fait censurer. Quand j'avais 20 ans, à ce moment-là, j'étais naïvou, j'exposais à la galerie Jules Salle, et les braves gens allaient porter plainte et m'envoyaient les gendarmes. Bon, ça s'arrêtait là. Mais bon, je n'étais pas un grand héros. Et je ne suis pas toujours un grand héros. Voilà. D'autres fois, il m'est arrivé comme ça des mésaventures. Une autre fois, j'exposais à Bagnoles, et là, ou à Castelnau-le-Lez, je ne sais plus. Et c'est les parents d'élèves qui avaient protesté. J'avais peint des tableaux et ils voulaient qu'on les retourne face au mur. Il y avait l'histoire du serpent que le maire de Barjac avait sorti du zizi d'une dame, hein, voilà. Et j'avais peint comme ça des choses, bof, c'était pas méchant. Je crois que je pouvais peindre des choses assez terribles, hein, des camps de concentration, des gens qui mouraient sous les bombes. Mais j'avais osé peindre un zizi de dame comme ça, en plein milieu, et ça, c'était insupportable. Voilà, et ça s'est produit comme ça plusieurs fois. Une fois, comme ça, mes amis artistes m'avaient invité. Il y avait une exposition autour de la Drèche. On était en train de fermer la mine de la Drèche et ils avaient organisé une exposition. Alors moi, je leur avais passé un tableau. C'était un exoto. C'était l'histoire du Mimi le Puissant. Alors, l'histoire du Mimi le Puissant, c'est celle-là. Le Mimi le Puissant, on lui piquait de longue ses lapins. Et un jour, comme ça, il en avait marre de se faire piquer ses lapins. Un jour, il ouvre le piège, parce que dans le piège, les lapins disparaissaient. Alors un jour, il ouvre le piège, et à la place du lapin qu'il a enlevé, il se met à caguer. Et malheur, il y a son étron qui est trop lourd, et ça déclenche le piège, et crac, ça lui broie les testicules, ça lui broie les couilles. Et le pauvre Mimi le Puissant, sa femme l'a guéri avec de bonnes tisanes, et aussi de bonnes prières à la bonne Sainte Barbe, qui est la patronne des mineurs. Le Mimi le Puissant a retrouvé sa virilité, et je crois qu'il a eu encore 4 ou 5 enfants. Voilà. Alors cette histoire, bon, je l'avais peinte, et mes amis artistes me l'avaient enlevée parce qu'ils avaient peur de choquer les mineurs de la Drèche. Tellement du pas où les mineurs, ils allaient être choqués. Bon, voilà. Et ça m'avait peiné quand même, ça m'avait fait de peine cette chose-là, que mes amis artistes me censurent. Et il y a quelque temps, il y a eu quelque temps, je commence à être bien vieux, mais il y a eu quelque temps, j'ai eu un moment de bonheur. Il y avait des artistes qui étaient invités par le musée Pab à Alès. Et parmi eux, il y avait mon ami Yves Régnier. Et Yves Régnier, je lui avais offert comme ça, il y a assez longtemps, une gravure du temps où je peignais des choses noires. Cette gravure s'appelait Pique-Cul. Un jour, comme ça, j'avais trouvé au marché aux puces cette gravure à la vente. Je l'avais achetée. Yves était avec nous ce jour-là, à Jean Jaurès, et je lui avais offert la gravure. Et donc, les artistes invités, chacun pouvait inviter aussi à son tour un artiste. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que Yves a eu envie de mettre cette gravure à côté de ses œuvres et à côté des autres œuvres. Donc,
il a accroché le pique-cul. Et la conservatrice, pas la conservatrice en chef, mais la sous-conservatrice, elle s'est mise à faire un foin du diable en disant que cette œuvre était sodomite, que ça allait choquer les petits-enfants. Et elle se met à exiger qu'on voit l'eau forte, la gravure. Et devant cette réaction, eh bien, les artistes présents ont dit, puisque c'est comme ça et puisqu'on censure, eh bien, on retire nos œuvres. Ils ne me l'ont pas raconté, mais c'était ce qu'ils voulaient faire. Alors, devant cette menace, il y a la conservatrice en chef qui se pointe et qui demande ce qui se passe. Alors, on discute. Entre-temps, la gravure de pique-cul avait été voilée. On avait mis un petit voile dessus, un petit rideau. Et la conservatrice en chef était accompagnée de son petit enfant qui a 6 ans. Et elle lui donne la main, elle l'amène devant l'œuvre. Et devant l'œuvre, le pique-cul, on dévoile, enfin on enlève le pétasse qui cachait l'œuvre. Et la conservatrice en chef demande à son petit enfant, alors dis-nous, toi qui as 6 ans, qu'est-ce que tu en penses de cette œuvre? Qu'est-ce que c'est? Et alors le petit enfant regarde et il dit, ouais, c'est rudement bien dessiné. Voilà, alors mon œuvre, le pique-cul est resté au mur. On ne l'a pas enlevé. Alléluia. Voilà. Et moi, je voulais parler de mes amis qui étaient prêts à retirer leurs œuvres au musée de Pab. Et je voulais les remercier ce jour-là. Et puis dire qu'il ne faut pas céder à ces pressions, à ces censures, qu'il ne faut pas céder à tous ces cacheurs de zizi, à tous ces braguetons, à tous ceux-là qui brisent les statues ou qui ajoutent des feuilles de vigne. Bon, ça commence petitement, mais il faut résister, il ne faut pas se résigner. Il y en a toujours des gens, et à ce moment particulièrement, effectivement. Ça, de temps en temps, ça ressurgit. Les inquisiteurs, les bons penseurs, les tartuffes qui disent cachez ce cul que je ne saurais voir, et voilez ce sein que je ne saurais voir. Bon, il faut un peu leur résister quand même. On ne peut pas toujours tout leur faire, tout accepter. Voilà. Bon, je vois bien que la sous-conservatrice en chef, elle est ses propres fantasmes et qu'elle a vu là-dedans une œuvre sodomite. Moi, ça ne me gêne pas, après tout, on l'est peut-être. Mais je crois que c'était ses propres obsessions qu'elle remontait. Alors merci au petit enfant de 6 ans qui trouve juste que c'est bien dessiné et qui ne me censure pas. À 6 ans, j'avais eu une méningoencéphalite. Tu sais, c'est le genre de maladie où on en sort calu, où on en guérit. Moi, j'avais été paralysé des jambes et je m'emmerdais, bien sûr. C'est un petit enfant, il s'emmerde, bien sûr, quand il ne peut pas aller jouer avec ses petits copains. Et alors, je me suis mis à dessiner parce que les petits-enfants et les adultes, ils se laissent crever, des fois en disant « jamais je remarcherai, jamais je revivrai ». Mais les petits-enfants, ils s'inventent des choses. Et moi, je me suis mis à dessiner. Et j'ai eu tant de plaisir que j'ai continué. Et depuis, j'ai 78 ans et je continue. Voilà. Hein, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a ces images. Hein. Je continue encore à ça. Voilà. Je voulais être dessinateur de bande dessinée à 6 ou 7 ans, tu vois. Je lisais les Tintins, bien sûr. Et puis, je me suis toujours senti proche de la BD. Une fois, il y avait même mon ami Jean-Pierre Gault qui
qui dessine dans Fluide glacial, qui est dessiné dans Rakiri. Jean-Pierre avait emporté mes tableaux et ils avaient été reproduits, mais notamment l'histoire de Mimi le Puissant, ça avait été reproduit dans Charlie. Voilà, il y avait eu 7 ou 8 pages de Charlie. Jean-Pierre avait ramené des sous et puis on était allés les manger ensemble et les boire ensemble. Voilà. Et j'étais très très content. Et je me sens proche de... Mais je crois quand même être un peintre. Voilà. Hein, je ne sais pas comment, mais voilà, c'est comme ça. Je suis un peintre. Je suis un pintor. Je m'étais retrouvé, c'était la guerre d'Algérie. Je ne voulais pas faire la guerre d'Algérie. J'en avais pas envie, j'avais pas envie d'être tué, j'avais pas envie de tuer les autres. Et je me suis retrouvé à Michel Lévy en psychiatrie. C'était une espèce d'ancien monastère transformé en hôpital. Bon, c'était café de punaise, c'était plein de blessés d'Algérie et puis de gens qui avaient perdu la raison. Et je me suis mis à dessiner. Je dessinais toujours, mais là, je m'emmerdais. Et ce jour-là, je me suis mis à dessiner et ça intéressait les docteurs. Alors on m'a fourni des couleurs, on m'a fourni du temps. C'est même la première fois, finalement, dans ma vie. Après, j'ai dû toujours gagner ma vie, comme décorateur, notamment à la mairie. Mais c'est la première fois où on m'a nourri pour peindre et pour dessiner. Donc, j'ai fait 6-7 tableaux et ils les ont gardés et on m'a réformé et ça c'était un bon deal hein, parce que moi je m'en serais j'aurais laissé peut-être ma peau, en tout cas ma raison, et je veux dire cette guerre qui était une guerre terrible, qui avait pas de, on l'appelait pas la guerre, on l'appelait la pacification, tu parles. Et donc j'ai peint des images comme ça. Et puis elles m'ont mené petit à petit à une espèce des images très noires. Ça marchait bien, hein. J'avais des amis à ce moment-là, Clovis Trouille ou Molinier ou d'autres encore qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui m'envoyaient des clients. Mais à un moment, je me suis réveillé un matin et je ne voyais plus, je ne bandais plus. Et puis donc je ne voyais plus, je ne pouvais plus dessiner, je ne pouvais plus peindre. Et je me suis arrêté, je me suis guéri. Et j'ai fini par, petit à petit, retrouver mes moyens, retrouver la vue. J'ai rencontré Annie. Ensemble, on a fait notre petit renom. Et puis, je ne voulais plus peindre ces choses-là qui me rendaient malade, qui m'entraînaient vers le gouffre. Alors, je me suis mis à raconter des histoires que j'avais dans ma tête, des histoires que je me traînais, des histoires de mon enfance. Et là, un jour, j'ai vu que je pouvais toucher ma maman. Et ma maman, elle m'avait dit que je faisais un manteau en peau de bique. Elle m'avait dit, je te paierai une peau de manteau. Je lui ai dit, non, mais maman, je te la donne, mon tableau. Mais j'ai vu que si je pouvais rejoindre ma maman et les gens qui étaient les miens, c'était ma vérité, c'était ma voix, et ben je continue, voilà. Donc, de temps en temps, je me fais censurer, de temps en temps, parce que j'ai décidé non, aussi de ne plus me censurer. Quand je suis passé à travers la psychiatrie, on en ressort plus solide. Hein. Tout d'un coup, les choses sont pas pareil, et j'avais décidé de ne plus m'interdire. Voilà. Alors évidemment, des fois on essaie de m'interdire, mais ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Bien, la raquette.
C'est vrai que je ne suis pas très connu, mais bon, comme un tas de gens, et finalement, moi je suis juste un vivant et un peintre qui essaie de faire... Mais une fois, je t'avais raconté que la parabole des timbres-poste, c'est celle-là, voilà. Dans le monde entier, il y a comme ça des timbres-poste, et il y en a un, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de Haïti ou je ne sais pas, c'est un truc très, très rare. Et il y en a 5 dans le monde qui sont dans des coffres-forts de milliardaires, collectionneurs de timbres-poste, et évidemment ils valent la peau du cul. Et un jour, il y a un postier italien qui ouvre un meuble, et dans ce meuble, il trouve une planche de 1000 timbres-poste, alors là, de ces timbres-poste très rares qui valent la peau du cul, et il se met à dire à ses supérieurs, regardez ce que j'ai trouvé, ces timbres, ils valent la peau du cul, mais là, il y en a une planche, il y en a 1000. Et on lui a demandé au postier, il aurait pu en garder qu'un, mais on lui a demandé de donner toute la planche avec les 1000 timbres. Et l'administration des postes italiennes a brûlé la planche. Parce qu'en fait, comme ça, il reste encore que 5 timbres dans les coffres-forts des milliardaires. Voilà. C'est ce qu'il faut peut-être, c'est que les choses elles ne peuvent pas proliférer. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'on peut qu'on pourrait se réjouir de ce que les artistes et les hommes fassent des créations, et on pourrait les aider. Mais quand des gens ont des timbres-poste ou des tableaux dans des coffres-forts, eh bien, il faut détruire la planche. Voilà, c'est tout. C'est la parabole des timbres-poste. Les images et le texte, ils vont ensemble, et je n'ai pas très envie de les fragmenter. Hein. Bon, ceci dit, je peux dire une chose par contre, c'est que comme je peins et que la place est limitée chaque fois, ça m'oblige à une grande concision, hein, tu vois. Donc les mots sont pesés en général. Hein, les écrivains, bon, ils ont souvent la place, ils peuvent faire 400 pages, 500 pages, ils ne se gênent pas, ou 100 pages, mais bon. Mais moi, mon espace est limité, donc il faut que rentrent les images et il faut que rentre le texte, voilà. Mais il me semble que ça donne aussi une espèce de force au texte, voilà, une espèce de concision, quoi. Et à ce moment-là, tu trouves souvent le mot juste, quoi, hein, le mot qui doit être à cet endroit, hein, voilà. Parce que c'est toujours limité dans mon travail. Bon, c'est comme ça. C'était une commande de mon ami Guy Brun, qui était directeur à l'écomusée de la Margeride, et il m'avait dit « Tu devrais peindre l'histoire de la bête du Gévaudan ». Et elle est extraordinaire, évidemment, la bête du Gévaudan. J'essaie toujours de suivre la réalité. Et l'histoire de la bête, c'est à la fois une histoire très fantastique, mais aussi il y a eu 100 petits-enfants, il y a eu 100 morts, comme ça. C'était une grande peur sur la montagne. Et donc j'ai peint comme ça, 42 tableaux. Et puis, ils sont là. On en a fait un livre. Et il s'est trouvé que Guy m'avait dit, on fera une maison de la bête. Et j'étais bien d'accord. Malheureusement, Guy Brun, il s'est retrouvé, les élus ont pris ombrage de la reconnaissance qu'il avait, et ils l'ont mis en demeure de démissionner à un moment, parce que vraiment ils l'ont emmerdé, ils lui ont sucré ses crédits.
Et moi, ben, j'ai gardé la bête sur le cul, voilà, donc elle est là, mais en fait, elle a été exposée en Italie, en Suisse, et puis on en a fait un livre, et ça existe, voilà. Et à la fin de la bête, les dernières images, c'est la bête pardonnée, voilà, elle a été pardonnée, et elle est dans une espèce de ronde où il y a tous les personnages. Et de là, ben, c'est parti, je ne me sentais pas de peindre l'évangile, mais c'est parti de là, c'est parti du pardon. Et là, oui, dans l'évangile, ça tourne beaucoup autour du pardon. Et dans le Notre Père, il y a le pardon des offenses, voilà, et le pain quotidien, mais... Et donc, j'ai peint 120 tableaux autour des évangiles. Je ne me sentais pas de le faire, mais j'y suis arrivé. Voilà, et ça existe aussi. On en a fait un livre aussi, c'est l'Évangile selon Saint Lathier. Oui, il a dû exister, Saint Lathier, il n'y a pas de raison. Hein. Chez moi, j'ai une plaque sur la porte qui provient du village de Saint-Lathier. Il a dû exister, Saint-Lathier. Voilà. Et pourquoi il n'aurait pas écrit un évangile? Alors j'ai écrit l'évangile selon Saint-Lathier. C'était un évangile rigolo et tendre, un évangile sans brocart. C'était pas un évangile à l'usage des riches. C'était un évangile de petites gens, ceux qui étaient, c'était pas des pauvres, hein, c'était tous des percepteurs, des ouvriers, des menuisiers, c'était pas des pauvres, c'était des gens comme nous tous, je pense, hein, des petites gens. Et puis évidemment, les riches se le sont annexés, quoi. Hein, et on a mis des brocarts sur la robe de Marie. Bon. Moi, quand j'ai peint Marie, j'ai mis dessus une robe qu'avait Annie avec des locomotives qu'elle avait brûlées, qu'elle avait brodées quand Renaud était né. Voilà. C'était... Toutes les femmes sont Marie à un moment quand les enfants viennent au monde. Hein. Bon. Et voilà, ça existe, c'est là, c'est fait. Et puis, après, j'ai continué d'autres choses, bien sûr. Mais c'est des choses sans trop de texte, c'est-à-dire que chaque fois, je renvoie aux évangiles, en fait, ou je renvoie à l'histoire de la bête, voilà. Donc, il y a eu peu de textes, là. Par contre, j'éprouve le besoin de noter pour que les gens puissent lire s'ils le veulent, quoi. Et moi, je suis un preneur de notes, là. Je suis un passeur d'histoire, voilà. Il y en a quelques-unes petites, il y en a quelques-unes très importantes, hein, comme Maine de Feignant, comme... voilà. Je suis un passeur d'histoire. On est tous des peintres, là, hein, si tu veux. Des fois, je regrette un peu que les peintres, en dehors de la création contemporaine, n'en fassent pas trop de place. Mais bon, tu vois, dans l'histoire de censure, finalement, les peintres se sont un peu poussés pour me faire de la place. Hein. Voilà, c'est... et il y a pas mal d'amis, j'ai pas mal d'amis. Je crois qu'on est tous des peintres, c'est tout. Hein, bon. Mais encore un coup, on revient peut-être à l'histoire de la non-prolifération des œuvres d'art et de la non-prolifération des timbres-postes. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça dévalue.